Les États-Unis vont envoyer environ 200 militaires au Nigeria afin de former les forces locales à lutter contre les groupes terror. Donc, le Nigeria, présenté comme la troisième puissance militaire d'Afrique sur le papier, ne sait toujours pas comment lutter efficacement contre les groupes terror après près de 10 ans de combat. Et c'est seulement en 2026, lorsque l'AES gagne en puissance, qu'ils veulent apprendre comment les combattre. Mais l'histoire nous montre que partout où les États-Unis ont eu une présence militaire, le terreau n'a pas reculé. Au contraire, il a souvent augmenté. Des rapports du Pentagone, de l'Africa Center et du RAND, que je vous invite à lire, ce sont des sources, expliquent que ces efforts ont plutôt aidé les groupes armés à se renforcer. Cela s'explique notamment par le turnover des soldats formés et le détournement d'armes, les coups d'État menés par des officiers formés par les États-Unis ou encore par un recrutement facilité par la répression. Dans le Sahel, les États-Unis ont assuré pendant plus de 10 ans, une grande partie du renseignement qui était l'un des piliers de leur engagement dans la région. Des opérations Serval, Barkhane, mais Washington a fourni un appui massif. Surveillance aérienne, ravitaillement en vol et partage de renseignements pour les opérations françaises. Malgré cette couverture importante, les groupes armés se sont adaptés. Pire encore, après le retrait américain de la base d'Agadez au Niger, les États-Unis ont reconnu une dégradation de leur capacité de surveillance, rendant le suivi des groupes terror encore plus difficile. Au Sahel, les États-Unis avaient déjà investi massivement dans la formation des armées locales pendant plus de 10 ans à travers des programmes comme Flintlock, la Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership et des missions même de force spéciales. Mesdames et messieurs, quel a été le résultat? Au Mali, par exemple, des groupes armés comme AQMI et ses alliés ont pris le contrôle du nord du pays. Des rapports internes américains ont même reconnu que ces programmes de formation avaient été un échec. On écoute. Si l'on regarde la situation à travers ce prisme, alors on comprend pourquoi une ancienne puissance coloniale comme la France essaie de renverser les gouvernements nationaux qui ne lui conviennent pas dans les pays de la région saharo-sahélienne et d'autres régions du continent africain. Ces pays ont depuis longtemps renoncé à la politique de leur ancienne métropole. Mais Paris ne se calme pas et tente de se tourner non seulement vers les opposants dans ces pays africains, mais aussi vers des groupements ouvertement terroristes et, comme vous le savez, vers les combattants des formations ukrainiennes. Malheureusement, les élites françaises continuent de suivre ces méthodes coloniales, y compris le principe tristement célèbre de diviser pour mieux régner, un principe qui a déjà coûté des millions de vies aux peuples africains. Ces opposants utilisés pour déstabiliser l'AES ne portent ni Kalash ni roquettes. Leur arme, c'est la communication. Ils sont mobilisés en équipe sur les réseaux pour diffuser de la propagande et mener des campagnes de désinformation visant à détériorer le climat social et à discréditer les gouvernements en place. Leur rôle consiste à propager des fake news, des rumeurs, influencer l'opinion publique et semer le doute sur la stabilité des régimes. On constate que ces trolls, ces opposants détracteurs passent l'essentiel de leur temps à attaquer systématiquement les dirigeants de l'AES, les qualifiant de dictateurs ou d'incompétents, sans jamais proposer d'analyse équilibrée. Lorsque des groupes terror mènent des attaques, ces trolls, ces opposants apparaissent rapidement pour produire du contenu, relayer les actions des terror ou leur donner une visibilité. En revanche, mesdames et messieurs, ils minimisent ou nient systématiquement les avancées sécuritaires revendiquées par l'AES. Ils choisissent le silence, mais il suffit de consulter leur page. On n'y trouve pratiquement jamais d'éléments positifs quand il s'agit de l'AES. Il y en a même, dès lors qu'ils ne bénéficient plus d'avantages ou d'une forme de reconnaissance pour leur travail, ils changent de ton, de discours et retournent facilement leur veste. Camarades peuple d'Afrique, vous êtes certainement au courant de l'affaire Epstein américain. Celui qui avait ses réseaux un peu partout, le pédocriminel qui avait ses réseaux un peu partout là et qui est en train de faire le buzz à travers le monde entier aujourd'hui là. Vous êtes au courant de son affaire, mais vous n'êtes pas encore au courant de l'affaire Epstein français. Il y a un Epstein en France, il vient d'être arrêté. Mais lui, il est criminel des criminels. Lui, c'est un maudit. Lui, il doit être attrapé, puis on le met dans le mortier, puis on le pile. C'est ce qu'on doit lui faire. Lui, vous savez où il opérait? Il opérait au Sénégal. Mais s'il opérait au Sénégal, c'est que la Côte d'Ivoire là. Frère, il y aura mania. Ouais, écoutez cette vidéo, et puis bah, on va décortiquer.
Et puis je vais parler aux autorités sénégalaises. Aujourd'hui, je vais leur parler. Un réseau pédocriminel présumé, commandité depuis la France et démantelé, avait pour projet de faire des écoles du sexe au Sénégal. Voici ce que l'on sait. 14 personnes ont été arrêtées à Dakar, au Sénégal, soupçonnées d'avoir participé à un réseau pédocriminel présumé, financé pendant près de 10 ans par un restaurateur de Beauvais appelé Pierre R, âgé de 72 ans. D'après Le Parisien, Pierre R, aussi surnommé Peter Babtou, est suspecté d'avoir constitué un réseau entre 2016 et 2024 grâce à des connaissances proches du milieu de la prostitution homosexuelle au Sénégal. Il payait ainsi des formateurs chargés d'attirer à eux des garçons mineurs et en grande fragilité sociale pour les former au sexe et en faire de bons passifs pour les clients. Et l'affaire ne s'arrête pas là. Pierre R demandait à ses contacts d'inoculer volontairement le VIH aux garçons mineurs âgés de 3 à 15 ans pour que ces derniers n'aient plus de porte de sortie. L'objectif de ce terrible projet, organiser des parties de sexe au profit de Pierre R ou à celui de potentiels clients. En bref, il résume le projet ainsi, créer dans des appartements des écoles du sexe. Toujours selon Le Parisien, le réseau aurait visé une partie vulnérable de la population sénégalaise, des personnes que l'on appelle des talibés. Ce terme désigne au Sénégal les enfants confiés par leurs parents à des écoles coraniques afin qu'elles assurent leur éducation religieuse et sociale. Sauf que ces dernières années, plusieurs organisations humanitaires en ont dénoncé les dérives. Les jeunes talibés se retrouvent forcés de mendier et sont souvent violentés par des maîtres et donc en proie à tout type de trafic. Plusieurs individus avaient déjà été interpellés en France en 2025 et désormais l'enquête menée par l'Office mineur, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains et la police de l'Oise déterminera combien de personnes ont été victimes de ce piège. Vous avez bien entendu une industrie c'est-à-dire que de crimes sur petits enfants, petits garçons, petites filles. Mais je ne comprends pas comment c'est possible. Pendant 10 ans au Sénégal, Macky Sall, tu étais où? Tu étais où, Macky Sall? Ça là, Macron est au courant. Macron est au courant, mais les gens, ils vont faire du n'importe quoi à Sali. Ils vont faire du n'importe quoi à Sali, au Sénégal. Sali, aujourd'hui, appartient aux Blancs. Il y a des endroits au Sénégal aujourd'hui, nous, on ne peut pas rentrer là-bas. Et quand on va découvrir une telle industrie, c'est que de pédocriminalité, c'est-à-dire qu'on comprend déjà que ça existe depuis belle lurette et que c'est couvert par les hautes personnalités du pays. C'est-à-dire que ça là, c'était couvert par Macky Sall. Et les Macron là sont dedans. Mais comment Pierre R, Peter Babtou, on l'appelle aussi papa, comment un restaurateur va rester en France quelque part là-bas et il met en place une telle industrie? Jusqu'à on dit, il injecte le virus ici aux enfants. Mais attends, on est où là? On est où là, chers camarades? Ça là, est-ce que c'est vrai ça? Même le Epstein des trompes là, lui n'a pas fait ça. Lui, il regardait et puis il mangeait. Et puis il faisait V sur les bébés. Mais lui, non seulement il fait V sur les bébés, il fait V sur les enfants, mais il prend ça pour mettre dans leur corps. C'est-à-dire que quand tu touches à ces enfants-là, toi, tu es déjà rentré dedans. Tu es contaminé. Donc, à partir du moment où tu es contaminé, tu vas contaminer ta femme. Et c'est pour répandre le sida encore. Et puis, c'est un Français. Mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens peuvent faire ça? Pourquoi les gens peuvent être comme ça dans ce monde? Pourquoi les gens peuvent être comme ça? Et puis ceux qui sont ciblés, c'est les talibés. Ce qu'on appelle ici les gadbous, les petits mendiants des écoles madrasa, des écoles coraniques. C'est eux qui sont ciblés.
Parce qu'on leur demande d'aller faire la mendicité. Mais il faut aussi poser, moi, je demande à Sonko ici, monsieur le Premier ministre. Vous savez que moi, je vous estime beaucoup. Et vous savez que j'ai été là dans ce combat contre Macky Sall. Ça, personne ne peut le nier. Je peux taper ma poitrine sur ça. Vous savez ça. Mais je sais aussi qu'au Sénégal, monsieur le ministre, les califes généraux là, ils ont trop de pouvoir. Et ils se permettent beaucoup de choses. Ils se permettent beaucoup de choses. Ils veulent poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ils obligent les enfants à aller faire la mendicité? Et puis ce genre de choses. Comment vous savez qu'ils sont pas au courant? Un enfant qui est à ta charge, que tu enseignes, que tu éduques, est recruté par ce réseau de criminels. Et puis toi, un calife, toi qui es responsable de cet enfant-là, tu n'es pas au courant de sa disparition. Tu n'es pas au courant de son changement d'attitude. Tu n'es au courant de rien, quoi. Et toi, tu es là, tu attends l'argent chez moi, quoi. Ça, c'est impossible. Ils en sont pour quelque chose. Il faut creuser ça parce qu'il y a un gros mythe autour de ces messieurs-là. Ces califes-là, ces guides religieux-là, il y a trop un gros mythe autour d'eux. C'est compliqué. On entend beaucoup de choses sur eux. On entend beaucoup de choses sur ces gens-là. Il faut qu'on essaie de voir clair dans l'histoire. Ils sont trop influents au Sénégal. Il faut qu'on essaie de voir clair dedans. Parce que ça là, ils pensent qu'ils en savent quelque chose quand même. Ils en savent quelque chose. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Eh blanc, eh blanc, eh blanc. Blanc n'est pas bon. Il y a des blancs qui sont bons. Il y a des blancs qui sont bons. Mais il y a des crapules. Mais, c'est-à-dire que des descendants de Lucifer, comment même Sodome et Gomorrhe n'ont pas disparu à cause, ils ne sont pas tombés. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ne sont pas tombés jusqu'à ce niveau-là. Eux, c'est vrai qu'ils prenaient les délais des hommes, mais les bébés, les enfants, non, ils ne faisaient pas ça, quand même. Ils ne faisaient pas ça. Le monde est pourri. Maintenant, là, on va commencer maintenant à vérifier derrière de nos enfants. C'est compliqué. C'est compliqué. Ça, là, quand ton enfant va à l'école, ou bien il va à l'école coranique, quand il vient comme ça, là, il faut le faire asseoir. Tu parles à lui, tu lui demandes, tu lui poses des questions, il faut le coincer pour qu'il te dise tout. Ben, il y a beaucoup de choses. On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Un Français en plus. Pourquoi? Et puis les Sénégalais même qui acceptent ça. Mais eux-mêmes, c'est la honte totale. Vous qui êtes arrêtés, c'est la honte totale. Comment vous pouvez accepter ça? Qu'on contamine vos petits frères. C'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même. Non, mon cœur, j'ai le cœur fondu de ouf. C'est impossible ça. Comment appeler l'Afrique? Yoromani. Non, Yoromani.